On va commencer doucement. Donc, je vous présente. Effectivement, vous avez répondu nombreux à ce webinaire du RAID, donc le réseau régional pour l'éco-responsabilité et le développement durable, qu'on monte et qu'on a initié avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On organise aussi ce webinaire dans le cadre de la suite, de la deuxième phase d'un projet européen qui s'appelle Conderef, sur les déchets déchets du BTP, qui nous a permis d'avancer sur ce sujet de tri-valorisation des déchets du BTP en Europe, avec d'autres partenaires européens, et puis en région avec les partenaires qui sont présents aujourd'hui, en lien avec les achats durables. Donc, une présentation très rapide de l'agence, mais je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Je pense que pour la plupart, vous connaissez nos activités. Donc, on a plus de 40 ans d'existence. On est opérateur technique de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les thématiques énergie, climat, environnement, déchets, économie circulaire, tout ce qui est partie données, observatoire, mobilité aussi, bâtiments durables, énergie renouvelable, etc. Donc, vous retrouvez nos thématiques, les thématiques sur lesquelles on intervient, sachant qu'on a 3 gros volets au sein de l'agence. C'est apporter une expertise technique sur la partie aussi financière et réglementaire. Toutes ces questions d'observatoire, de données, d'analyse, de mise en place de scénarios, d'aide à la stratégie énergétique notamment, via des outils qu'on a développés ou via des observatoires régionaux, qui sont les observatoires déchets par exemple, l'observatoire aussi climat et énergie. Et puis l'objectif, c'est d'impulser de nouvelles filières, aller vers de nouveaux projets en termes de, par exemple, sur des projets d'innovation structurelle ou d'autres projets qui sortent un petit peu des sentiers battus. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler du contexte réglementaire et notamment de la filière REP, qui est beaucoup en discussion ces jours-ci. Ensuite, on aura le retour d'expérience de Grenoble-Alpes Métropole avec l'intervention de Valérie Lubinski qui va nous présenter ce retour d'expérience sur le territoire. On aura ensuite l'intervention de Mineka donc c'est Marine Supio qui va nous présenter leur accompagnement sur la partie réemploi de matériaux. Et Claire Villazzi de VAD va nous présenter la structuration de la filière en région avec tout ce qui est notamment panorama des ressources réemploi. Vous aurez évidemment donc ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le voir sur la partie, il est enregistré effectivement, on mettra à disposition de tous les inscrits le replay du webinaire. On vous enverra le lien vers ce replay et les présentations aussi qui vous seront envoyées. Avant de commencer sur la partie réglementaire, donc c'est un webinaire qui dure 2 heures, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions, mais je crois qu'Alexis a déjà proposé, vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat et à poser des questions, on essaiera de répondre à chaque phase de présentation, à répondre aux questions qui arriveront. Voilà, donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions et puis on les gérera au fur et à mesure. Avant de commencer, pour savoir à peu près où vous en êtes sur ce sujet-là, on va vous poser une question. Donc, je lance un sondage très rapide. Enfin, un sondage, c'est juste une seule question. Si je vous laisse quelques... Est-ce que vous voyez le sondage apparaître? C'est tout bon? OK.
Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à ce sondage. C'est pour savoir où vous en êtes sur cette thématique des déchets du BTP. Si vous êtes vous intervenez, vous êtes participé à ce webinaire juste pour être à la recherche d'informations. Si vous réfléchissez à mettre en place des actions bientôt, prochainement, et si déjà vous avez mis en place des actions. Et à ce moment-là, on est preneur aussi de vos retours d'expérience, de vos expériences qui ont déjà été menées. Donc là, on vous laissera peut-être échanger ou nous faire remonter vos initiatives, toujours via le chat. On verra peut-être dans un second temps. En tout cas, n'hésitez pas à réagir si vous avez déjà des initiatives intéressantes qu'on pourrait partager avec les différents participants de cette réunion. Voilà. Alors, je laisse encore un petit peu de temps. Je laisse un petit peu de temps pour réagir. Presque tout le monde a répondu. C'est bon? Allez, on va dire que c'est bon. Alors, si je mets fin au sondage, normalement, vous devriez voir apparaître les résultats. C'est bon? Non? Je ne sais pas si vous voyez les résultats du sondage. Si, c'est bon. Oui, ok, parfait. Alors, donc, vous êtes la moitié à peu près à la recherche d'informations sur ce sujet. Donc, on espère qu'on va répondre à cette recherche d'informations. Vous réfléchissez pour 30% à peu près à mettre en place des actions et 30% sur vous avez déjà commencé à mettre en place des actions. C'est très, très intéressant, super. Ça nous permettra aussi, comme je vous le disais, pour ceux qui ont déjà mis en place des actions, n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous êtes et ce que vous avez déjà mis en place et qu'on puisse aussi en faire bénéficier tous les participants et notamment ceux qui réfléchissent à mettre en place des actions prochainement pour les aider à démarrer. Bien, et ben merci pour ce retour. On va commencer par l'aspect réglementaire. Donc, avant de passer à l'aspect réglementaire, je voulais vous donner quelques chiffres qui sont alors des chiffres régionalisés. L'objectif ici, c'est de vous présenter les enjeux du bâtiment, mais sans doute que vous les connaissez. En région, les émissions de gaz à effet de serre qui sont dans le secteur résidentiel et tertiaire, donc sur le graphe que vous avez à gauche, qui est un graphe issu de l'outil Terrestory que l'agence a développé, voilà, qui est maintenant partagé dans plusieurs régions de France. Donc les secteurs résidentiels et tertiaires qui sont en jaune et en orange, hein, c'est la couleur plutôt orangée au-dessus, là, la ligne au-dessus, ça représente plus de 11,7 millions de tonnes équivalent CO2. C'est quasiment c'est plus de 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle régionale, donc secteur confondu résidentiel et tertiaire. Donc ça, c'est les données 2020. Donc c'est une source d'émissions de gaz à effet de serre importante, la partie bâtiment. Et donc ce secteur bâtiment, c'est un des axes majeurs de la décarbonation et de lutte contre le réchauffement climatique. On a là aussi la même, en termes de consommation d'énergie, un secteur qui est très consommateur aussi d'énergie en région. Issu cette fois-ci de la CERC, vous avez les données de déchets générés, de tonnes de déchets et de matériaux générés en Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc, je vous ai mis des liens hein, à chaque fois sur les différentes ressources qu'on rencontre. Donc, les chantiers en 2020 ont généré plus de 25 millions de tonnes de déchets et de matériaux, ce qui représente une quantité impressionnante, énorme. Sur ce volume de déchets générés, il y a 6,3 millions de tonnes qui ont pu être réemployées. Donc, c'est un petit pourcentage. Il y a eu des baisses, effectivement, en 2020, baisse de tonnes de déchets, de déchets générés par rapport à 2019, mais ça, c'est dû aussi à la situation de la Covid. Il y a eu une baisse, du coup, aussi de volume de déchets réemployés, mais finalement, plus 1 point par rapport à 2019, puisque ce volume de réemploi de déchets a été maintenu, voire légèrement augmenté par rapport à 2019. Voilà, donc ça c'est le contexte actuel régional. Vous avez plus d'informations sur, comme je vous disais, sur le site de la SER qui fait des analyses régulières. Sur aussi le site de Saint-Dra, l'Observatoire des déchets en région, et puis sur le tout-tir historique pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre et consommation d'énergie. En contexte réglementaire, donc j'ai essayé de vous faire un panel d'ensemble sur les différentes lois, réglementations qui s'imposent sur la partie énergie. D'abord, donc il y a la réglementation énergétique 2020, anciennement réglementation thermique. Donc ça c'est pour les bâtiments neufs qui a pour objectif de réduire l'impact carbone des bâtiments neufs à venir, et donc qui prend en compte, qui a un avis plutôt, enfin, qui a une situation plutôt favorable dans son calcul d'analyse de cycle de vie, puisque les produits issus du réemploi sont considérés comme ayant un impact carbone nul. L'objectif, c'est de favoriser justement ces produits issus du réemploi dans la future réglementation thermique des bâtiments neufs. Le décret tertiaire, donc qui est plutôt pour les bâtiments, qui s'adresse aux bâtiments en rénovation, donc bâtiments existants tertiaires de plus de 1000 mètres carrés, avec des objectifs chiffrés de réduction de consommation d'énergie finale avec des objectifs 2030, 2040 et 2050. Alors ensuite des lois, effectivement, les différentes lois qui interviennent sur la partie consommation d'énergie, mais aussi gestion des déchets. Donc la loi transition énergétique, transition écologique pour la croissance verte, qui à partir de 2015 a fixé des objectifs sur les déchets du BTP, avec un objectif de valoriser 70% du déchet du BTP en 2020, de réduire de 50% les déchets admis en installation de stockage en 2025, de réduire de 30% les déchets non dangereux, non inertes en 2020 et de 50% en 2025. Donc des objectifs très ambitieux qui étaient fixés en 2015. On est un peu loin de ces objectifs, mais on va, voilà, il y a d'autres lois qui sont intervenues plus récentes qui vont dans ce sens-là, hein, avec toujours cet objectif commun de réduire enfin en tout cas de réduire la part de déchets et d'augmenter la part de valorisation. Donc il y a eu la loi climat et résilience aussi qui fixe un objectif de minimum de 25% de matériaux biosourcés dans les rénovations lourdes et la construction à partir de 2030. Et la fameuse loi AGEC pour anti-gaspillage et économie circulaire, qui oblige, alors il y a 6 grands objectifs, hein, 6 grands axes dans cette loi AGEC. L'obligation d'acquérir un certain pourcentage de biens issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.
l'obligation du tri à la source avec une entrée en vigueur à partir de juillet 2021. L'évolution du diagnostic qui était avant un diagnostic déchets vers le diagnostic, on va en reparler plus tard, vers le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, PEMD. Donc entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022, effectif depuis plus d'un an. L'objectif, il est aussi de renforcer les informations dans les devis des travaux, donc notamment sur les informations évidemment liées, là on est toujours sur la partie déchets, hein, que ces questions de déchets, notamment dans la rénovation, soient bien identifiées sur la partie devis des travaux. Favoriser le réemploi des constructions temporaires. Il y a eu une clarification, notamment de la notion de déchets sur ces constructions temporaires type Algeco et autres. Et puis, création de la REP, responsabilité élargie des producteurs, bâtiments, qui devait rentrer en vigueur en 1er janvier 2023 et qui a été décalé pour l'instant au 1er mai 2023. Voilà, donc qui est en constante évolution, en constante progression, et pour l'instant qui a un peu de mal à émerger. Ça fait quelques années qu'elle a été annoncée. Elle est encore un petit peu, voilà, elle n'est pas encore complètement entrée en vigueur, mais on commence à voir venir cette REP qui se définit de plus en plus. Donc, j'ai fait un zoom sur la REP dans les diapos suivantes. Donc, cette responsabilité, elle concerne les déchets du gros œuvre et du second œuvre. Elle ne concerne pas les déchets des travaux publics. L'objectif, il est, on les retrouve ici, un réemploi des objectifs de réemploi de réutilisation 2024 et 2027, donc qui vont arriver très vite. Des objectifs de taux de collecte et de recyclage avec des objectifs 2027, un objectif de taux de collecte et de valorisation à 2027. Et des objectifs de déploiement qui sont approximativement chiffrés, qui sont fournis par dans le texte de loi, hein, de 2000 points d'apport volontaire auprès de la distribution, près de 500 déchetteries professionnelles à fin 2023. Voilà, ça c'est un objectif assez général au niveau national. Il y a eu l'agrément là qui s'est déroulé récemment, l'agrément de 4 éco-organismes qui sont cités ici, Valobat, Valdelia, Ecominero, Ecomaison, qui sont en charge d'organiser justement avec les services de l'État cette REP. Le diagnostic aussi, j'en ai parlé là, juste avant, donc ce diagnostic PEMD et je crois que Valérie Dubinski va en reparler aussi dans son retour d'expérience. L'objectif, c'est en amont du chantier, d'évaluer les matériaux qui sont réutilisables, réemployables sur la partie rénovation, reconstruction, démolition des bâtiments. Et puis, il y a un fort enjeu de maillage au niveau national, évidemment, maillage des fins de dépôt et centres de traitement au niveau national et puis au niveau régional, puisque l'objectif, c'est, suite à ces objectifs de déploiement des apports volontaires et des déchetteries, de mailler le territoire aussi sur ces installations qui va être nécessaire de mettre en place. Voilà sur la partie réglementaire. Je passerai peut-être aux ressources dans un second temps. Là, l'objectif, c'est plutôt de laisser la parole
et ben, à, à, à Grenoble-Alpes Métropole et Valérie Dubinski plutôt pour la partie sur la partie retour d'expérience et ce qui a été mis en place à l'échelle de la métropole de Grenoble. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ou est-ce que je répondrai peut-être aux questions. Oui, je vois qu'il y a des chiffres plus récents de la CERC. Excusez-moi, alors du coup, je pensais avoir pris les derniers chiffres, mais merci de votre intervention. On remettra dans la présentation les derniers chiffres avec le bilan 2022. Merci. Après, il y a eu une remarque sur les 6,3 millions de tonnes de matériaux réemployés. D'accord. Oui, effectivement, ce sont des matériaux terre et autres matériaux inertes, effectivement. Okay. Et le diagnostic PEMD a aussi été décalé effectivement, on n'a pas d'idée. On n'a pas pour l'instant de date. Enfin, à moins que vous ayez plus d'informations dans les participants et le chat. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu passer d'informations plus précises sur une date d'arrêté de PMD. Si dans l'assemblée vous avez l'information, n'hésitez pas à nous la communiquer. Voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat et puis de toute façon, on répondra au fil de l'eau ou à la fin de chaque présentation. Valérie Dubinski, je vous laisse présenter votre intervention. Très bien. On va juste partager votre document. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, arrêté en consultation publique en septembre 2022, publication, mais oui, il n'est toujours pas publié. Oui, effectivement. Donc effectivement, on était en attente de cet arrêté de publication qui permettra aussi le démarrage en fait de la plateforme du CSTB qui doit recueillir à la fois les diagnostics PEMD au démarrage en fait quand les diagnostics sont faits et normalement aussi les formulaires de recollement, c'est-à-dire les bordereaux de suivi des déchets en fin de chantier. Donc c'est vrai que ça permettrait d'avoir des éléments plus, on va dire, plus rigoureux sur les tonnages réemployés sur un territoire. Voilà, donc moi je vais vous parler effectivement principalement des retours d'expérience qu'on a sur notre métropole. Moi je suis chargée de mission économie circulaire et déchets professionnels, donc à la direction de la prévention, collecte et traitement des déchets de Grenoble-Alpes Métropole. Et donc on a commencé à travailler sur cette filière des déchets du bâtiment dans le cadre d'un programme de l'ADEME, le programme CODEC, qui avait pour objectif en fait de mettre en place, on va dire, des boucles d'économie circulaire sur certaines filières. Donc dans le cadre de ce programme, donc on a mis en place effectivement des boucles d'économie circulaire sur certaines filières. Et voilà, bravo, merci. Donc on est sur la slide 4, pardon. Voilà. Donc, l'objectif, c'était de mettre en place donc cette boucle économie circulaire pour permettre en fait le réemploi et la réutilisation des matériaux de déconstruction et de rénovation pour une construction durable et bas carbone. Dans un premier temps, on a souhaité aussi réaliser une quantification et une modélisation des flux du bâtiment à l'échelle métropolitaine, ce qui s'est avéré assez compliqué puisque habituellement on a en fait les flux qui sont des flux nationaux
Et après, on a établi des ratios par région ou par sous territoire. Donc là, on essayait effectivement d'avoir une véritable vision des flux à l'échelle de notre territoire, mais ce n'est pas facile. Voilà. Donc, cette démarche, en fait, on l'a inscrite dans plusieurs de nos documents de planification, le SPASER, que vous connaissez certainement, le PAE, le PLP-DMA. On va passer à la slide suivante. Et surtout, on a mis en place en fait des groupes de travail pour essayer de faire en sorte que, d'une part, la réglementation, la nouvelle réglementation dont vous a parlé Catherine, puisse être comprise, bien appropriée par tous les acteurs des techniques en fait dans les collectivités, et donc aussi qu'on puisse impulser un changement de pratique par rapport à ces nouvelles réglementations. Donc, on a monté un groupe de travail de la maîtrise d'ouvrage public avec nos services construction travaux, ceux des communes de notre métropole, l'établissement public foncier du Dauphiné, les bailleurs sociaux, le CROUS, l'UGA. Et voilà, l'objectif, c'était vraiment qu'on ait une montée en compétences collectives sur le réemploi et la valorisation des déchets de chantier. Et donc, on a mis en place des formations pour la rédaction des clauses dans les CCTP, et on fait de l'animation de manière un peu récurrente avec des cafés virtuels en visio. Et on utilise aussi un outil collaboratif sur la plateforme Eclaira. Donc voilà, c'est un groupe de travail pour échanger des bonnes pratiques. On a aussi un groupe de travail qui concerne les déchetteries professionnelles avec toutes les fédérations du bâtiment, la CAPEB, la FFB et les organismes consulaires. Et là aussi, l'objectif, c'est de pouvoir se coordonner et se concerter au niveau du territoire sur la quantification des flux, bien sûr, et des exutoires, et la mise en place qui arrive donc prochainement de cette REP bâtiment. On a aussi un groupe de travail sur, en fait, une étude de faisabilité pour mettre en place une matériothèque sur notre territoire. Voilà, donc sachant que ce qui est compliqué sur un territoire comme le nôtre, urbain, dense, avec des prix du foncier qui sont très élevés, c'est de pouvoir trouver des espaces de stockage et de reconditionnement de ces matériaux qui soient suffisamment importants et aussi suffisamment peu chers pour que ces filières du réemploi des matériaux puissent avoir un modèle économique qui soit viable. On va avancer à la slide suivante. Voilà, on participe aussi au réseau Matora, qui est un réseau qui s'est constitué et qui est animé par la CRES Aura et qui regroupe en fait l'ensemble des matériothèques de la région Aura. Enfin, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas quelques grandes matériothèques de la région Aura, Ecoma 38, Enfin Réemploi, Mineca, Métabatique, et qui essaye de faire progresser donc ces acteurs du territoire de manière synergique pour harmoniser des pratiques entre eux, pour mutualiser la création de nouveaux outils, pour qu'ils soient reconnus par les acteurs locaux. Et donc l'objectif, c'est effectivement de mailler le territoire et que les maîtrises d'ouvrage publics qui souhaitent mettre en place du réemploi sur leur chantier puissent avoir accès à des, des structures qui soient spécialisées à la fois dans la déconstruction sélective, dans le reconditionnement de matériaux et dans les prestations, effectivement, de pouvoir fournir du matériau de réemploi pour des nouveaux aménagements. Voilà. Donc, on va passer peut-être sur les dimensions plus retour d'expérience, puisqu'on a effectivement mené plusieurs projets pilotes sur notre territoire. Donc, le premier, donc c'est la ZAE des Peupliers, donc sur une zone d'activité artisanale. Donc, on avait la rénovation de cette zone qui était une réhabilitation très lourde sur 3300 mètres carrés. Et donc, le bilan en termes de valorisation et de tri des déchets, il a été quand même
très élevé en termes de valorisation, hein, on était à 86,77% de valorisation matière. Donc principalement effectivement sur les filières du gravat, de la ferraille, du bois, du plâtre. Et sur ces 87%, on va dire, 5 tonnes ont été réemployées. Et là, on voit, ce sont des bacs aciers, des équipements sanitaires, du bois, des tableaux électriques. Voilà, donc tout ça, c'était un résultat qui est quand même très, très élevé quand on voit enfin, le type de, de bâtiment tertiaire, enfin, pas tertiaire, mais plutôt industriel, que représentaient en fait ces ateliers dans cette zone d'activité. On va passer à la slide suivante. Alors, ce qu'il faut retenir en termes de points clés du bilan, c'est que, en fait, on s'est rendu compte que on a mis en place une pénalité dans le CCAP et que ça a été en fait ce qui a été vraiment moteur pour l'entreprise de curage et de démolition et de construction, puisqu'au départ, en fait, ils n'avaient pas pris en compte tout ce qui concernait la gestion des déchets et qu'ils l'ont. Et donc, la recommandation qui est faite, c'est effectivement de pouvoir bien intégrer cette notice concernant la gestion des déchets dans les clauses directement dans le CCTP. Là, on avait effectivement sur ce chantier un AMO, on avait recruté un AMO économie circulaire, et celui-là, il a été vraiment extrêmement utile pour accompagner l'entreprise, à la fois pour trouver des filières de valorisation matière. Bien évidemment, quand on parle de 87% de valorisation, c'est bien sûr de la matière. Hein, on n'est pas du tout dans la valorisation énergétique, hein, c'est bien de la valorisation matière. Et donc, cet AMO qui était aussi très présent par des visites en phase chantier a aussi pu vérifier le tri à la source des déchets au moment de ces visites de chantier. Donc ça, c'était vraiment très, très important, sachant que là, on avait affaire, TMBI, c'est une entreprise, une PME du bâtiment. Ce n'est pas une grande entreprise pour lesquelles aujourd'hui on voit qu'il y a une certaine montée en compétences par rapport à toutes ces problématiques de tri et valorisation et de réemploi. Là où on a des plus de difficultés, c'est effectivement pour des entreprises de taille moyenne. Donc les recommandations, bien sûr, c'est de faire un bon diagnostic PEMD en amont pour fixer des objectifs atteignables. Ce qui n'a pas été fait dans cette comment dire sur ce chantier, puisqu'il a été réalisé en 2021 et donc on n'était pas assujetti au diagnostic PEMD. Mais je pense que le fait d'avoir pu avoir de manière conjointe à la fois un diag déchets et un AMO économie circulaire a vraiment beaucoup aidé à la réalisation et à l'obtention des bons résultats que je vous ai énoncés. Voilà. On va passer à la slide suivante. Alors là, on est sur le retour d'expérience d'une opération beaucoup plus importante, hein, puisque c'est celle qui était celle du cadran solaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur un bâti beaucoup plus important, puisque là, on a 12 bâtiments et que le choix qui a été fait donc par le maître d'ouvrage, qui n'était pas la métropole, mais l'établissement public foncier du Dauphiné, a été de dire on va travailler sur en fait un projet pilote comparatif. Et donc, pouvoir mettre en place 4 bâtiments ont été déconstruits de manière sélective et sur lesquels on a fait du réemploi et 8 ont été démolis. Et donc là, ça nous permettait effectivement d'avoir véritablement une vision comparative de deux façons de déconstruire ou de démolir. Voilà. Donc les objectifs qui ont été posés étaient aussi assez importants, hein, donc 85% de valorisation matière,
Donc, on est toujours au-delà des 70% réglementaires. On va passer à la slide suivante. Les résultats, ça a été en fait 99% de valorisation matière. Donc, on voit que effectivement, y compris la réglementation, elle est relativement basse aujourd'hui et qu'on n'a pas de difficulté si on prend, en fait, si on s'en donne les moyens d'arriver bien plus haut que ces 70%. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on a mis plus de temps pour le curage et qui incluait du réemploi et que ce temps-là, il est conséquent, hein, plus 70% de temps supplémentaire. Mais ce qu'on peut voir, c'est au final, le coût de gestion des déchets au mètre carré a été divisé par 10 entre une démolition et une déconstruction. Et ça s'explique principalement par le réemploi, puisqu'on a pu revendre 40 tonnes de déchets via le magasin de chantier, puisque là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, dans le cadre de ce chantier, mettre en place en fait un magasin de chantier qui était ouvert aux particuliers, aux entreprises, le vendredi, du vendredi matin, non, du vendredi après-midi jusqu'au samedi, et toute la journée de samedi, du mois de mars au mois de juillet, donc à peu près presque 5-6 mois. Et donc, ça a vraiment permis d'avoir une commercialisation sur place, en fait, de tous ces matériaux qui ont été récupérés. Voilà, on a aussi effectivement diminué les déchets produits sur le chantier, bien évidemment, et on a donc réalisé au total une économie financière de 40% à l'échelle du projet. Et grâce effectivement donc aussi, à part les déchets, les 40 tonnes de déchets on va dire de secondes œuvres qui ont pu être vendues, il y a eu aussi 54 tonnes de tuiles et 74 tonnes de bois et de pierre issus de la démolition qui ont été réemployées. On va passer à la slide suivante. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur le bilan global qui a été fait, qui est à la fois un bilan environnemental, un bilan écologique, en termes circulaires, enfin un bilan d'économie circulaire et un bilan social, on s'aperçoit que la déconstruction sélective, elle a permis quand même de créer 12 ETP et que sur ces 12 ETP, 6 ont pu être conservés dans la structure, donc en l'occurrence la Ecomat 38, qui a réalisé et qui a mis en place ce magasin de chantier. On va peut-être pas rentrer dans le détail de l'analyse comparative en termes de coûts, démolition versus déconstruction, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, il faut être un peu plus, comment dire, il faudrait que je vous donne tous les chiffres et ça va être compliqué de pouvoir tous les retenir. Donc, on va passer à la slide suivante, mais simplement pour vous dire que, voilà, ce chantier a bénéficié, parce que c'était certainement une première, en fait, d'avoir un magasin de chantier qui a pu rester aussi longtemps ouvert au public, de beaucoup de communication. Et c'est vrai que cette communication a aussi permis que ce magasin de ce chantier soit effectivement très bien fréquenté, pendant toute la période où il a été ouvert. Et du coup, je pense que le taux de revente des matériaux a été aussi lié à toutes ces campagnes de communication qui ont été relayées par elles-mêmes en fait, hein, puisque nous effectivement, on a fait un petit peu de communication, mais il y a eu beaucoup de bouche à oreille et voilà, on s'est aperçu que d'autres chantiers ont pu mettre en place ces magasins de chantier et faire du réemploi sur place, et ça a aussi très très bien marché. Donc voilà, donc c'est des initiatives qui au départ étaient, on va le dire quand même franchement risquées, parce que personne d'entre nous qui étions dans la maîtrise d'ouvrage, on va dire le PFLD, mais là nous on était aussi en accompagnement la métropole sur cette maîtrise d'ouvrage, sachant que sur ce cadre solaire il y avait en fait 3 maîtrises d'ouvrage. Il y avait aussi l'université et le Crous.
et que sur cette opération, voilà, tout le monde a pris le risque de se dire, est-ce qu'un magasin de chantier, ça va vraiment marcher? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se montrer intéressés par venir acheter à petit prix euh, des, euh, des matériaux de la déconstruction, voilà. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a des moments où il faut prendre des risques. Voilà. Donc, juste vous mentionnez, je ne sais pas où j'en suis, peut-être de l'aspect timing, si quelqu'un peut me dire si je suis encore, s'il me reste combien de temps. Vous avez, vous avez un peu de temps, D'accord. il n'y a pas de souci, on a plusieurs questions, mais allez-y. Voilà. Bon, je vais juste terminer. Donc aujourd'hui, on est aussi sur la rénovation assez lourde de notre hôtel de métropole. C'est une très grosse rénovation sur 13 000 mètres carrés aussi. Et c'est aussi un site qui est en projet, c'est un projet qui est dans un site urbain très contraint, donc en entrée de ville. On va passer à la slide suivante. Et donc, on s'aperçoit que sur ce projet, on n'a pas pu véritablement incorporer des critères d'économie circulaire très en amont. Puisque le diagnostic ressources, par exemple, a été finalisé après l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, mais qu'on n'a pas non plus eu de compétences spécifiques en économie circulaire et pas d'AMO non plus. Et pourtant, on a quand même, on va passer sur la slide suivante, on a pu élaborer une stratégie de réemploi in situ pour l'opération, c'est-à-dire in situ, c'est-à-dire pour permettre de récupérer certains matériaux, produits qui vont être réemployés dans le projet d'aménagement futur, puisque en fait la rénovation, on rénove effectivement le bâtiment, mais on va effectivement réinstaller, réaménager l'intérieur pour s'y réinstaller. Et donc, on s'aperçoit que on a quand même pu réaliser du réemploi in situ. On a eu aussi une stratégie de réemploi qui était peut-être un peu originale et assez innovante aussi. Ça a été de euh, transmettre à les services techniques de nos communes l'inventaire ressources pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir en fait un certain nombre de matériaux et de produits et qui pourraient leur être utiles en fait pour la maintenance de leurs équipements publics. Et donc on a eu voilà des équipements sanitaires, de la robinetterie, des luminaires, des panneaux acoustiques qui sont en cours de récupération pour la maintenance d'équipements publics. Et puis, on a effectivement aussi une partie qui sera revendue à des tiers pour, comme je vous disais, des particuliers ou des entreprises. On va passer à la slide suivante. Donc, ce qu'on a mis en place dans le CCTP, c'est bien effectivement un critère de performance en matière d'économie circulaire qui était pondéré à 20%. Et on a fait un marché unique de curage désamiantage. Et donc, on a reçu quand même un nombre conséquent d'offres, puisque 5 offres. Les objectifs contractuels en matière d'économie circulaire, donc en matière de valorisation matière, et c'est donc 85%, donc 82% pour la valorisation matière et 3% pour le réemploi. Et ça correspond en fait à 50% des matériaux qui ont été identifiés dans l'inventaire ressources. Donc, 74 tonnes sur 148. Et donc, ces objectifs contractuels, ils ont été assortis de pénalités aussi financières, donc par tonne non valorisée ou non réemployée, avec un montant de 150 euros. Voilà. Et je pense que on a, voilà, juste pratiquement terminé. Mais voilà, donc les contraintes auxquelles on est confronté sur cet hôtel de métropole, c'est aussi des problématiques de présence d'amiante. D'avoir aussi une très grande hétérogénéité des aménagements dans les différents étages et donc ne pas avoir de grandes séries pour le réemploi justement, et puis de l'hétérogénéité de l'état des produits, des équipements et des matériaux. Et donc aussi,
on est aussi confronté à une problématique de stockage, puisque il va y avoir quand même un petit peu de temps entre le moment où, par exemple, pour le stockage, le réemploi in situ, on va avoir un décalage de temps entre le moment où on va déconstruire et le moment où on va réaménager les nouveaux locaux. Voilà. Et donc, cette problématique-là, aujourd'hui, elle n'est pas totalement résolue. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Et donc, je vais peut-être pouvoir effectivement répondre à vos questions. J'en avais vu. Oui, alors il y a effectivement, mais vous avez déjà plus ou moins répondu. Peut-être tu peux relaisser la présentation, ici le temps des questions peut-être. Il y avait une question sur les pénalités. Est-ce que vous pouviez apporter des précisions et sur quels critères vous aviez fixé ces pénalités? Mais je crois que vous l'avez cité dans votre présentation, notamment sur la partie euros par tonnage, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, sur les deux, comment dire, les deux retours d'expérience en fait sur la zone la zone d'activité des peupliers et sur les métropoles, à chaque fois les pénalités ont été fixées sur on a fixé un objectif de réemploi et donc à partir du moment où cet objectif n'était pas rempli, euh, à chaque fois, il y avait une pénalité sur la tonne réemployée qui était au-delà de l'objectif qui était, euh, qui devait être rempli, que ce soit la tonne non réemployée ou non valorisée matière. Voilà. Donc là, c'est une pénalité à la tonne. Là, c'était exactement la même chose en fait sur la ZAE peuplier. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'est ce qui a été déterminant, notamment pour les entreprises, enfin peut-être de plus petite taille, pour qu'elles soient vraiment attentives à toute cette dimension de valorisation, de tri à la source des déchets et de valorisation, et même de réemploi, puisque sur la ZAE peuplier, il s'est avéré qu'en fait, c'est l'entreprise elle-même qui a récupéré un certain nombre d'équipements électriques, notamment pour les réutiliser aussi pour elles-mêmes dans des chantiers, dans des bases vies pour des chantiers. Donc on voit bien que on va dire, les pénalités ont aussi une dimension pédagogique. Ok, très bien. J'avais une question, je l'ai pas mise dans le chat, mais j'avais une question pour ces entreprises. Est-ce que vous avez fait du sourcing pour ces différents chantiers pour contacter au préalable les entreprises ou vous avez lancé la consultation sans sourcing? Ah non, enfin, la consultation, vous voulez dire de curage, c'est ça? Ah oui, non, non, on n'a pas fait de sourcing. Là, c'était, non, non, c'est des consultations qui sont lancées de manière, enfin, normale, sans sourcing, non. Ok. Et je crois qu'il y avait des questions aussi sur la valorisation de la matière, 86%. Comment vous avez réussi à mesurer ce pourcentage? Parce que effectivement, dans ce qui est demandé, il y a toujours, enfin, en tout cas, on exige en fait de la traçabilité. Et ça, enfin, déjà le diagnostic déchets demande de la traçabilité. Hein, donc, puisque les gestionnaires de déchets doivent fournir des bordereaux de suivi, donc forcément, on a une traçabilité. Donc là, la traçabilité par la pesée en fait hein, des matériaux enfin, est toujours avérée en fait. Hein. Voilà. Mais ça, c'est aussi des contraintes réglementaires fortes, puisque le maître d'ouvrage récupère après les bordereaux de suivi et il peut effectivement vérifier que ce qui a été énoncé a bien été fait. D'accord. Donc, le calcul de la valorisation, il a été fait c'est à la charge du maître d'ouvrage. Il a été fait par. Alors, c'est fait pas forcément par le maître d'ouvrage, c'est souvent le maître d'œuvre qui, quand il y a une maîtrise d'œuvre, c'est eux qui s'occupent de ça, mais ils le font sur la base de la récupération des bordereaux de suivi des déchets. Oui. D'accord. Et effectivement,
avec l'exutoire final. Bien évidemment, c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'exutoire final. Mais déjà, quand il y a on va dire une supervision sur les chantiers pour s'assurer que le tri à la source est bien réalisé, on peut déjà être quand même rassuré sur le fait que le tri des flux par matière est mis en place et que donc ces flux iront dans les exutoires qui sont, enfin, leurs exutoires de matière. Mais bon, après, effectivement, on n'est pas non plus, enfin, on va pas jusqu'à la filière de recyclage pour être sûr que les fûts sont bien arrivés dans la filière de recyclage. Ça, effectivement. Ensuite, il y avait des questions sur l'économie financière, sur les recettes de la Oui, vente des matériaux. Est-ce que ça revient au maître d'ouvrage ou il y a une partie qui revient aussi au... non, alors là, par exemple, sur le cadran solaire, en fait, c'est des recettes qui ont été enfin, récupérées directement par l'Ecomat 38. Donc, c'est eux qui ont eu en fait l'idée de pouvoir mettre en place cette matériothèque, cette bâtithèque, en fait, ce magasin de chantier. Et donc, c'est eux qui ont récupéré enfin, les recettes de la vente et qui ont pu être déduites en fait de la prestation globale. D'accord. Oui, l'économie financière, effectivement, elle prend en compte le temps supplémentaire passé. Oui, tout à fait. Il me semble qu'on a répondu, enfin, vous avez répondu aux principales questions qui étaient là. Vous aviez un AMO, oui, il y avait une question sur l'AMO, est-ce qu'il passait, combien de temps il passait par mois sur le chantier, j'imagine? Combien de fois par mois? Alors ça, enfin, oui, là, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question, elle est beaucoup trop précise. Non, je ne sais pas, mais effectivement, je pense que quand on est sur des chantiers avec des entreprises, des petites et moyennes entreprises, c'est important d'avoir on va dire, un AMO qui les accompagne véritablement, à la fois sur les filières de valorisation, à la fois sur le tri à la source, l'organisation du tri à la source sur le chantier. Donc, voilà. Maintenant, je pense que les grandes entreprises, elles ont toutes des personnels qui sont formés sur ces pratiques. Mais là où effectivement, je pense qu'il y a un travail particulier à faire et où des AMO économie circulaire peuvent être extrêmement importants, c'est sur effectivement des chantiers de taille moyenne qui font appel plutôt à des entreprises, à des PME, quoi, Ouais. ou même des TPE. Et puis une dernière question, et puis après on passera à l'intervenante suivante sur comment avez-vous contractualisé la cession de ces biens, que ce soit à des tiers ou aux titulaires du marché de démolition? En fait, c'était le titulaire en fait du lot de déconstruction qui lui, enfin, devenait propriétaire des matériaux. Et c'est lui qui avait donc la responsabilité de la revente. Ce n'était plus la maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc il n'y a pas eu de contractualisation. Non. Okay. Comment étaient, et c'est vraiment la dernière, comment ont été gérées les questions d'assurance dans le cadre de la vente de matériaux? Oui, je vais vous passer cette question, effectivement, on n'en a pas répondu. En fait, ce qui était surtout indiqué, c'est que les matériaux étaient vendus en l'état à des tout petits prix, vraiment des prix très, très intéressants, et que en fait, on s'aperçoit que ces matériaux, ils ont très peu été utilisés en l'état. Enfin, je veux dire, ils ont souvent été transformés. Par exemple, il y avait beaucoup, sur le cadran solaire, beaucoup de paillasses, puisque c'était un ancien centre de recherche des armées. Et du coup, voilà, les gens en ont fait des tables de jardin, des bureaux, etc. Donc, en fait, souvent, on s'aperçoit que ce type de matériau est transformé pour être utilisé enfin, pour avoir un nouvel usage. Ouais. Parfait. Bon, merci beaucoup.
Je laisse la parole du coup à Marine Suppiot de Mineka, qui va nous parler de l'accompagnement des maîtres d'ouvrage. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Parfait. Eh bien, si c'est bon pour vous, donc en effet, je vais me présenter rapidement et puis je vais vous montrer un peu le sommaire de l'intervention. Moi, je suis Marine Suppiot, je suis chargée de projet chez Mineka, que je vais vous présenter juste à l'instant. Et je m'occupe principalement de l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage pour leur démarche de réemploi, notamment. Donc l'idée, c'est que je vous représente un peu Mineka pour savoir un peu d'où on part et de quoi je vais vous parler. Et puis, je vais un peu baser mon intervention sur deux sujets principaux. Le premier, c'est comment s'appuyer sur les plateformes de matériaux pour favoriser le réemploi sur ces chantiers. Et puis, le second, c'est sur une vision un petit peu plus globale, comment systématiser la démarche de réemploi, qu'on soit sur du réemploi in situ, ex situ, et en effet, comment on peut être accompagné pour les mettre en œuvre. Donc Mineka, c'est quoi? Mineka, c'est une association qui a été créée en 2016 par des architectes à l'origine, qui étaient à la fois désolés de voir tous les déchets qui étaient sur leur chantier, mais qui aussi étaient un peu désemparés sur le fait de les réintégrer sur leur propre projet, et qui se posaient la question de comment faire pour favoriser le réemploi et un peu favoriser son développement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, du coup, l'objectif que s'est donné l'association, c'est de démocratiser le réemploi, à la fois chez les professionnels et les particuliers. Donc, aujourd'hui, en fait, ils ont fait toute cette étude et ils se sont rendus compte que, donc là, on est en 2015-2016, que le chaînon manquant, en fait, dans toute sa démarche de réemploi, c'était un lieu qui pourrait faire la transition entre les déchets produits et la demande en matériaux. Et donc, c'est comme ça que s'est créé Mineka. Donc, aujourd'hui, c'est une structure qui a 3 grands pôles d'action. Notre premier pôle, c'est un pôle de collecte. Donc, c'est un service qui est dédié aux professionnels de la construction. Nous, on va venir collecter en pied de chantier des éléments qui sont issus soit de déconstruction, donc qui ont été déconstruits proprement, soit des surplus de chantier et en moindre mesure des invendus de grands magasins. Donc, ces matériaux, une fois qu'ils sont collectés, nous, on les ramène sur notre plateforme de matériaux qui est située à Villeurbanne. On va venir stocker tous ces matériaux et les redistribuer à tous les publics, donc à la fois aux particuliers, mais aussi aux professionnels, artisans, architectes qui se fournissent chez nous. Notre troisième casquette, donc, c'est celle plutôt moi à laquelle j'appartiens, qui est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et le bureau d'études réemploi. Donc là, on est dans une perspective plus globale d'accompagnement où on intervient dès les phases de programmation sur les projets et on va aider du coup les maîtrises d'ouvrage à rédiger leurs demandes et à mettre en place la démarche de réemploi jusqu'à la livraison du projet. Donc, dans un premier temps, je voulais vous parler des plateformes de matériaux. Parce qu'en fait, elles peuvent être des bons outils sur lesquels s'appuyer pour mettre en place des démarches sur notre territoire. C'est comme ce qu'a pu justement présenter Valérie avec Ecomat. Parce que leur objectif, c'est vraiment de proposer une alternative qui soit plus vertueuse pour les matériaux, qui ont un potentiel de réemploi. C'est-à-dire que les démarches de réemploi sur les chantiers, elles doivent être mises en place évidemment de manière conjointe à la valorisation matière. L'objectif, c'est de se dire qu'il y a un pourcentage parmi ces matériaux qui pourrait avoir une destination plus vertueuse. Et donc, c'est ce à quoi on va s'attarder. Les missions que peuvent avoir ces plateformes... Pardon, j'ai cru entendre une intervention. Non, c'est tout. Je pense pas. OK. Donc, les missions que peuvent avoir les plateformes, elles sont assez diverses parce que vous avez des structures qui sont toutes assez différentes et je pense que Claire, qui intervient après moi, vous présentera plus en détail un peu où elles se situent. Mais ce sont des missions qui peuvent aller de la dépose sélective, qui est le fait de déconstruire proprement les matériaux, de la collecte en pied de chantier. Ça peut être des structures qui font du stockage aussi, interchantier ou du stockage comme Mineka pour une redistribution. Ce sont aussi des structures qui peuvent être amenées à reconditionner et à préparer au réemploi les matériaux, donc c'est-à-dire leur redonner une forme qui soit prête au réemploi.
Elle s'occupe aussi en général de redistribution et peut avoir d'autres missions comme de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la formation, etc. Et donc, je voulais vous remettre ici les types de matériaux. Donc là, c'est les matériaux que nous, chez Mineka, on va venir collecter. Mais ça peut être un éventail différent selon les structures et leurs spécificités. Donc, nous, on va du gros œuvre, clos couvert, second œuvre, finition réseau. Et on collecte aussi beaucoup les musées et les éléments de scénographie et de salon qui produisent aussi beaucoup de déchets. Mais on s'éloigne un peu de la construction. Donc, je voulais vous montrer quelques retours d'expérience par rapport à cette plateforme et comment on a pu du coup favoriser le réemploi. Ce premier retour d'expérience montre en fait finalement une collecte parmi tant d'autres. Donc ici, c'est le CHRD de Lyon qui nous avait contactés, donc qui est le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, qui est un des musées de Lyon, parce qu'ils avaient une problématique sur la gestion de leurs expositions en fait temporaires, qui sont souvent réalisées avec des matériaux très qualitatifs, mais mis en œuvre à un temps très court. Et donc, ils souhaitaient un peu une solution qui soit plus vertueuse que d'emmener à la benne tous ces matériaux-là. Et donc, ils ont sollicité Mineka pour venir récupérer en fait les éléments issus de la scénographie à l'issue de l'exposition. Donc, cela a permis de sauver sur cette collecte particulière 2,8 tonnes de matière, de matériaux. Et donc, ce sont toutes des informations que nous, après, on retransmet à nos différents partenaires, donc les fameux bordereaux de collecte pour attester de la collecte de ces éléments et lorsqu'on a l'information de ce qu'ils sont devenus aussi. Et donc, je vous ai mis à côté un exemple de ce que peuvent devenir les matériaux qu'on collecte, notamment auprès des musées. Donc, ici, ce sont de grands panneaux de MDF qui ont été réutilisés par les ateliers Médicis pour réaliser une scénographie à la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles de l'année passée. Donc ça, c'est un exemple. Ici, on est intervenu simplement à la demande du musée. Et donc, on a pu intervenir facilement parce qu'on est ici sur des prestations en fait, qui dépassent pas les plafonds pour les consultations. Et puis, le second exemple que je voulais vous montrer, c'est comment une plateforme peut s'associer à une plus grosse entreprise, en fait, favoriser le réemploi et avoir aussi plus d'impact. Donc ici, on est sur en fait, le désamiantage et la démolition d'un ancien parking devant lequel se trouvait une double passerelle en bois. Et je vous ai mis ici le règlement de la consultation parce qu'il était intéressant de voir que dans les critères de notation, il y avait une gestion vertueuse des déchets et notamment le travail sur les filières de réemploi qui seraient sollicitées pour redistribuer ces différents matériaux. Et donc, c'est grâce à cette mention, finalement, qui était inscrite ici dans le marché, que Chastanier, qui est une filiale d'Eiffage qui fait de la démolition, nous a sollicité pour qu'on puisse répondre ensemble, en fait. Donc, ça s'est fait de cette manière-là que Mineka a fourni un pré-diagnostic sur les éléments intéressants à récupérer, ainsi que des préconisations de dépose. Donc, ensuite, c'est l'entreprise qui a fait la dépose soignée et qui a pu nous livrer sur la plateforme les différents éléments. Et donc ensuite, Mineka, nous, on s'est chargé de redistribuer les différents éléments et on est ici sur à peu près 38 tonnes de matériaux. Donc c'était des poutres de la mêlée collée Douglas et des garde-corps métalliques. Donc je vous ai mis quelques images pour simplement voir ce qu'ont pu devenir ces différents matériaux. On a des réalisations de chantiers participatifs par des lycéens du lycée Brossolette sur la ZAC des gratte-ciels de Villeurbanne, où il y a encore ici des enjeux forts de réemploi aussi sur le projet. Ces mêmes prototypes qui ont pu servir à réaliser ensuite tout le mobilier extérieur qui est présent sur le parvis, donc c'est ce que vous voyez sur l'image 2. Et puis aussi l'achat par des charpentiers, donc ici c'est Charpenterie Lyonnaise, de ces mêmes poutres pour réaliser des auvents et des pergolas chez des particuliers. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils sont venus chez nous pour chercher ces matériaux, c'était pas par volonté environnementale, mais c'était purement parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement et qu'on était moins cher que le bois en neuf. Donc, c'est assez intéressant qu'ils aient fait ce choix, malgré le reconditionnement que vous voyez sur la photo, de faire avec du réemploi et non du neuf. Ensuite, voilà, pour parler de la vision plus globale, donc là, en tant que plateforme, on est vraiment sur en fait, l'exutoire et la fin de la chaîne.
Je vous ai remis ici un petit schéma et ce qu'a déjà expliqué Valérie auparavant, des différentes typologies de flux qu'on peut avoir sur les chantiers. Donc, on a le fameux réemploi in situ, c'est-à-dire que les matériaux présents sur un projet sont conservés pour une réhabilitation, pour un futur projet sur le même site. On a le réemploi ex situ, où là, on va sortir les matériaux du site et pas les conserver sur place. Et puis, le sourcing de matériaux, où on va aller chercher sur le territoire des matériaux que l'on va pouvoir intégrer dans notre projet. Et donc, ce sont 3 flux sur lesquels, en fait, on joue, nous, aujourd'hui, pour construire une stratégie réemploi et avoir un maximum d'impact sur les projets. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner sur ces pratiques qui sont nouvelles, en fait, pour éviter les hicks, les points de blocage et les points de vigilance, et anticiper finalement les moments qui peuvent être bloquants sur le réemploi pour que le projet puisse se dérouler de la manière la plus fluide possible. Donc, quelle mission peut avoir un AMO? Finalement, c'est beaucoup une mission à tiroir qui va s'adapter au contexte du projet et à ses problématiques. Il y a la fameuse réalisation du diagnostic PEND, qui peut être première ressource, la rédaction d'une stratégie réemploi. On a aussi, en général, on accompagne la rédaction des CCTP, soit de déconstruction, mais aussi de pause quand on est en introduction de matériaux. Et puis, on va venir finalement en appui logistique, technique et juridique sur tous les points de blocage, de faisabilité, de transport, de convention de cession, d'assurance, qui aujourd'hui sont encore à défricher. Donc ici, je vais vous présenter 2 retours d'expérience assez rapides, peut-être si ça vous intéresse plus, on va voir ça via les questions. Donc ce sont 2 projets, un en réemploi ex situ et un autre en réemploi in situ. Donc le premier projet que je veux présenter ici date de 2020. Donc en fait, c'est Roanne Agglomération. Il me semble qu'il y a des personnes dans l'assistance qui en font partie, qui souhaitaient en fait démolir le bâtiment que vous voyez ici devant pour construire un pôle d'innovation sur le campus en fait de Roanne, avec de nouveaux usages et donc la volonté de démolir ce bâtiment-là. Mais il y avait aussi la volonté d'avoir une démarche très vertueuse et quitte à devoir démolir, que la majorité des matériaux puissent être sauvés. Et donc la volonté de faire du réemploi a été inscrite dès les phases de concours. Et c'est le moment où nous sommes arrivés sur le projet. Et donc il y avait des objectifs de réemploi et de valorisation qui avaient été fixés à l'époque à 75%. Donc nous sommes intervenus, nous avons donc réalisé un diagnostic ressources à l'époque, qui identifiait à peu près 17 tonnes de matériaux qui avaient un fort potentiel de réemploi. Vous avez sur le schéma quelques exemples, de la charpente bois, métallique, des radiateurs en fonte, du parquet bois. Donc toute une farandole d'équipements. Et donc, suite à ce diagnostic ressources, on a décidé donc de lancer la déconstruction sélective de la totalité des éléments qui avaient été identifiés. Pourquoi? Parce que Mineka, du coup, était partie à la recherche de repreneurs bien en amont de la déconstruction sélective. Donc, on est ici sur une stratégie différente de celle de la Bâtitech, où on allait chercher des repreneurs et une fois qu'on avait tous nos repreneurs, on a lancé la déconstruction sélective des éléments qui avaient déjà un exutoire prévu. Donc, on a lancé la déconstruction sélective qui s'est faite donc par un déconstructeur traditionnel et non pas spécialiste. Ce qui est intéressant à préciser parce que en fait, il a réussi à déconstruire la totalité des éléments qui avaient été identifiés et ceux en très bon état. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et puis, nous avons ensuite organisé plusieurs journées de redistribution des différents éléments qui avaient été stockés sur un site qui appartenait à Roanne Agglomération à 2 km du chantier. Et donc, on a pu redistribuer ces éléments à des associations locales. Donc, on était ici sur une session à titre gratuit. Et ça a permis à pas mal de structures en fait, de se lancer sur le réemploi et de lancer leur activité grâce à ces gisements qui ont pu venir récupérer sur les éléments du campus. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a dû voir comment on allait demander ici aux déconstructeurs. C'est un peu la chose qu'on a le plus travaillé pour venir l'accompagner dans cette démarche. Donc, on a évidemment fourni le diagnostic ressources lors des consultations. Et puis, on a fait un suivi assez fin des éléments qui étaient sortis, l'état dans lequel ils étaient déposés au fur et à mesure avec des reportages photographiques
Puis il y a tout aussi le travail sur l'étiquetage et en fait le suivi des matériaux qui a été effectué avec lui, qui donc est assez positif, puisque tout a été redistribué des 17 tonnes de matière. Donc ici, je vous ai mis rapidement un peu quels étaient les objectifs et puis qu'est-ce qui nous a permis et qui peuvent permettre aussi de faciliter ces genres d'opérations. Donc évidemment, c'est de pouvoir fournir un diagnostic, c'est tout l'intérêt du PEMD lorsqu'on va chercher un déconstructeur. Ce qui a été aussi facilitant sur cette opération, c'est la volonté de la maîtrise d'ouvrage qui a été énoncée dès le départ et de manière très très claire aussi, ce qui a permis à chaque acteur de se lancer et de calibrer son intervention. Donc avec des objectifs aussi qui étaient à atteindre et un suivi très fin qui a été fait auprès du déconstructeur sur les fameux pourcentages et éléments déposés. Sur un autre projet, donc ici on est plutôt sur du réemploi in situ. Donc on se situe à Crolles en Isère et la maîtrise d'ouvrage donc qui est Alpes Isère Habitat souhaitait démolir plusieurs pavillons pour construire de petits ensembles, donc de petits habitats collectifs. Et en fait, c'est une proposition de l'architecte qui se disait que malgré la mauvaise qualité peut-être de ces pavillons, il y avait quelque chose à faire sur les tuiles qui étaient présents. Et donc, c'est suite à ces sollicitations que nous avons pu intégrer le projet, donc finalement assez tard, parce que le PC avait déjà été déposé. Donc ici, notre valeur ajoutée, ça a été de faire un diagnostic ressources qui était ciblé, parce que finalement, on n'avait qu'un seul matériau sur lequel venir travailler, mais on a pu aller très loin dans la caractérisation de ces tuiles. Donc ensuite, on allait échanger avec les différents centres techniques, donc notamment le CT-MNC, pour voir comment construire la fiabilisation de ce réemploi. Donc suite au diagnostic ressources, on a commencé à compiler un protocole filière, qui est un peu le passeport du matériau, qui va dire toutes les étapes par lesquelles il doit passer pour pouvoir être réintroduit sur le projet. Et on a accompagné la réalisation des essais en laboratoire pour vérifier les performances des dites tuiles. Donc, sur ce projet, on a aussi accompagné le déconstructeur pour la manière dont il a déposé et conditionné les tuiles sur le projet. Et on a travaillé ici plus en détail sur la façon dont on allait chercher en fait, le couvreur, le poseur, et ce qu'on allait devoir inclure dans les CCTP pour être certain que ça puisse aboutir. Donc, vous avez là un petit exemple, donc en fournissant le diagnostic, évidemment, en précisant qu'il y avait du réemploi. Et puis, on a aussi demandé de chiffrer une variante en fourniture en neuf. L'objectif, c'était si, en fait, le processus de fiabilisation de tuiles ne pouvait pas aboutir, on avait quand même cette fourniture en neuf qui pouvait être Moi, j'ai fait une demande conf territoriale que sur les travaux. Ouais, que sur les travaux et MOE. Et la subvention que tu as mis, les 232 000, c'est que sur les travaux. Pardon. Un petit récapitulatif. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a travaillé un peu sur les objectifs. Donc, comment, encore une fois, on va fixer des objectifs pour les différents acteurs du chantier. Dans la mesure, on a demandé aussi aux couvreurs s'ils devaient fournir, s'ils pouvaient aller chercher un complément en réemploi. Donc, dans ce cadre-là, on lui a donné un diagnostic territorial. Donc, en fait, quelles étaient les structures sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour aller chercher s'il avait besoin de venir compléter sur son lot. Ce que je vous mettais, demander la variante en neuf, et notamment via les bordereaux de préunitaires, pour pouvoir activer cette variante-là. Et encore une fois, effectuer un suivi fin, donc qui est aujourd'hui en cours, parce que la pause est prévue dans un mois. Et je suis à la fin de ma présentation. Voilà. Donc, je suis désolée, je n'ai pas vu les questions. J'essaie d'aller assez vite pour pouvoir peut-être donner plus de temps aux échanges. C'est parfait, c'est parfait. Oui, il y a quelques questions, notamment sur vos missions d'AMO. Oui. À quel stade de l'opération vous intervenez? Est-ce que c'est en sourcing de matériaux pour des bâtiments neufs? Alors, en effet, comme je vous disais un peu dans ces différents flux, je ne sais pas si je peux prendre la main. Donc, nous, on intervient en général, ça va dépendre en fait si on intervient en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage ou BE réemploi. Parce que quand on est en assistance à maîtrise d'ouvrage, on essaye en général d'intervenir dès les phases de programmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse réaliser un diagnostic avant la sollicitation d'une maîtrise d'œuvre.
si elle intervient. Parce que comme ça, on vient en fait mettre le diagnostic dans le marché. Donc, on intervient assez tôt et ça permet ensuite aussi de mettre le curseur finalement sur quels objectifs venir mettre sur le projet et comment les atteindre si on décide de se donner les moyens pour y arriver. Donc, assez tôt. Dans le cadre où on a un bureau d'études et on intervient plutôt en fait, avec les maîtrises d'œuvre en groupement en général sur les gros projets. Et c'est dans ce cadre-là on est en effet amené à faire du sourcing quand on est sur une construction neuve. Donc, c'est voilà, le petit flux en rose ici et qu'on n'a rien sur place. Et ben, il faut aller mobiliser le territoire pour aller voir comment aller chercher des matériaux. Et donc là, c'est une démarche qui en fait, est assez différente du in situ parce qu'on ne connaît pas les matériaux à l'avance. Donc, c'est une démarche qui est un peu différente. Ok. Quel est votre secteur géographique d'intervention? Alors, on intervient principalement sur la métropole de Lyon, en Isère, on va dire le quart sud-est de la France. On va de Grenoble, Lyon à Marseille. Alors, la question, elle venait du Grand Annecy, donc est-ce qu'on peut savoir où vous intervenez? C'est dedans. Parfait. Pouvez-vous nous en dire plus sur les questions d'assurance? Je crois que cette question est récurrente, elle revient assez souvent. Sur l'utilisation des matériaux issus du remploi, est-ce que les compagnies d'assurance, comment elles réagissent par rapport à la couverture décennale de ce type de matériaux? C'est vrai que c'est un gros sujet. Là, pour le coup, le webinaire, je pense, va être trop court. On pourrait faire un webinaire spécifique sur le sujet. Comment les assurances réagissent aujourd'hui? Elles essaient de se structurer petit à petit, mais c'est encore nouveau. En fait, ce qui est important quand on va sur des techniques, donc en réemploi, en général, on a une technique dite non courante, donc qui sont plus compliquées à assurer parce qu'on a une maîtrise des risques qui donc est en fait moins facile à assurer que sur un produit neuf. Notre objectif, c'est qu'on va aller un peu calquer le schéma classique, donc un produit neuf qui est produit, vous avez un contrôle qualité dans sa production, un contrôle à la sortie, et c'est le fait de répéter les mêmes éléments avec un process qualité qui est toujours le même, qui permet d'être sûr que en fait, le matériau va réagir toujours de la même manière. C'est vrai qu'en réemploi, bien qu'un matériau soit posé sur un certain DTU et soit toujours intact, on a toujours ce questionnement, est-ce qu'il va réagir de la même manière qu'un produit neuf? Et donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on va réaliser. Nous, c'est un protocole filière. Donc, c'est ce document qui va attester des performances de l'élément et qui va répondre aux différentes questions que va avoir le bureau technique, le bureau de contrôle, pardon, sur les performances, sur tous ces éléments-là. Et c'est grâce à cet élément-là qui va garantir les performances, mais qui va aussi rétablir la chaîne de responsabilité. Donc, dans ce document, on va indiquer qui a fait la dépose sélective, comment, avec quels outils, où est-ce que les éléments ont été stockés, quand, où est-ce qu'ils vont être reposés, qui a fait les préconisations. En fait, ça permet aux assurances de aussi faire une analyse des risques qui est plus claire. Et donc, c'est un outil qu'ils utilisent pour savoir s'il y a des enjeux ou non, sachant que sur des éléments de structure ou d'enveloppe, il va y avoir des gros sujets. Sur des éléments de revêtement intérieur sans contrainte particulière, en général, il n'y a pas tant de problèmes. Parfait. Après, il y a des questions sur l'exemple que vous avez cité sur les tuiles réemployées. Alors, est-ce que l'entreprise, ces tuiles, elles étaient mises à disposition de l'entreprise en charge de la pose? Oui. Alors, en fait, en effet, les tuiles ont été déposées sur site. En fait, elles ont été stockées aussi sur site dans d'anciens locaux vélos en fait, qui étaient conservés dans le projet. Et donc, on a organisé la réception des tuiles par le couvreur vis-à-vis en fait, du déconstructeur. Donc, on a réalisé un PV de réception donc qui justifiait que lui ait réceptionné le lot de tuiles et accepté le lot de tuiles. Et simplement, peut-être ce qui a induit en question cette question-là, c'est qu'on avait mis dans les marchés que s'il y avait besoin de compléter le lot parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments, on peut l'accompagner à aller sourcer ces éléments-là, donc aller les chercher à l'extérieur des éléments également issus de réemploi. Mais en effet, la question ne s'est pas posée en fait, finalement sur le projet. Parce que les tuiles étaient suffisamment... Oui, elles étaient suffisamment là. Et puis, du coup, il y avait finalement besoin de moins que ce qu'on avait déposé. Donc, après, il y a des questions assez techniques, je pense, de personnes qui sont dans le réseau, j'imagine, j'en sais rien. Pareil pour les tuiles. Pouvez-vous préciser le processus pour caractériser ces tuiles? Délai des intervenants, coût notamment du labo? Alors oui, c'est assez complet.
coût du labo, alors de mémoire, je dois vous dire à peu près 1 000 €, je crois un peu plus, 1 100. Comment on a réalisé, c'est qu'on a en fait allé voir les performances qui étaient demandées pour des tuiles en neuf. En fait, c'est tout un tas toute une farandole de caractéristiques à aller vérifier. En fait, sur les tuiles, il y a 3 questions principales qui sont posées. C'est la résistance au gel, la résistance à la flexion de 3 points et l'imperméabilité. Et donc, c'est ce qui est en fait dans notre protocole filière. On va venir décrire les éléments qu'on doit venir atteindre et comment on va les contrôler. Est-ce que c'est des autocontrôles? Est-ce que c'est des contrôles en laboratoire, notamment? Et on s'est beaucoup appuyé sur les guides de la Fondation Bâtiment Énergie pour réaliser cette caractérisation, notamment, en fait, qui est très, très précis. Il me semble que Claire en parlera tout à l'heure, pour savoir si l'étude était oui ou non en état et comment on allait aller plus loin dans la caractérisation. Donc, on parle de pourcentage de pente, on parle d'orientation des toitures, on parle de forme et aussi du fabricant qu'on allait solliciter, du type de moule utilisé. Enfin, c'est très, très vaste. D'accord. Donc 1 000 € à peu près, c'est ça On donne ça au lance-pierre. Mais d'accord, c'est pas un coût. Sur un échantillonnage de 10 tuiles, oui, c'est très... Ok. Ok, pour un webinaire spécifique sur les assurances. Il doit y en avoir. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y en a qui sont peut-être réalisés bientôt. Je ne sais plus par qui. Peut-être si on vous retrouve les liens. J'allais dire, ça sera peut-être par un autre réseau. Ouais, je vous les mettrai dans la discussion. Je vais chercher ça pendant la présentation de Claire tout à l'heure. Merci. Nous nous posons la question d'un montage qui confierait la recherche de matériaux aux entreprises en charge des travaux de pose. Avez-vous des conseils? En fait, c'est assez intéressant. Je pense que là, ça va vraiment dépendre en fait du type de matériaux et de comment c'est monté. Il y a des projets qu'on a vu voir aussi où on avait demandé aux entreprises de venir en fait proposer, puis elles ont été vraiment force de proposition. Là, ça parlait notamment de revêtement de sol. Et en l'occurrence, elles étaient très contentes parce qu'elles ont pu passer toute leur fin de stock qui était stockée en fait depuis très très longtemps et qu'elles ne pouvaient pas reposer. Donc là, en l'occurrence, c'était assez intéressant. Je pense que ce qu'il faut faire très attention, c'est la manière dont on va cadrer cette recherche-là. Pas d'avoir une structure qui répond oui, oui, et qui finalement, en fait, dit ah, on n'a pas trouvé. C'est toujours ça. Nous, on est aussi confrontés à ça en tant qu'AMO quand on fait du sourcing. C'est compliqué d'avoir la certitude qu'on trouve un stock. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment on encadre ça et comment on est certain que la recherche ait été effectuée et quelles sont les raisons pour lesquelles, si le lot n'a pas été trouvé. Voilà. Et donc, ouais, je vois dans la discussion que Socotec a fait un webinaire récemment sur le sujet assurantiel. Donc, il doit y avoir des replays et des choses à les trouver pour aller plus loin sur le sujet et prendre le temps de l'approfondir. Très bien, merci. Est-ce que vous pourrez mettre aussi le lien vers les guides de la Fondation Énergie que vous avez cité tout à l'heure, hein? Tout à fait. Je vais les Merci beaucoup. Maintenant, on laisse la parole à Claire Villasi de VAD. Oui, bonjour. Alors, je vais partager ma présentation. Pardon, je suis là. C'est celui-là. Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Tout à fait. Oui. Déjà, merci beaucoup pour cette sollicitation. Donc, je suis Claire Villasi, je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable. L'objectif de cette présentation est de vous présenter un petit panorama de ressources qui ont été développées en faveur du réemploi, spécifiquement en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis un petit point d'avancement sur la structuration de la filière en région. Donc, du point de vue du sommaire, voilà, je vais vous présenter en quelques mots déjà Ville et Aménagement Durable. Donc, Ville et Aménagement Durable est un réseau de professionnels de la construction et de l'aménagement en Auvergne-Rhône-Alpes, où tous les métiers sont représentés pour s'informer, se former, débattre et co-construire de nouveaux standards. La spécificité, c'est vraiment d'être un réseau d'acteurs. Voilà, on a un peu plus de 430 membres sur la région qui sont vraiment au service des autres professionnels. L'objectif, c'est vraiment de faire vivre les retours terrain, de capitaliser ces enseignements et de trouver des solutions ensemble.
Donc, parmi les actions que l'on mène, on anime différentes actions collectives avec nos membres sur des thématiques variées, que ce soit voilà, les écomatériaux, la rénovation, l'agriculture urbaine, ou voilà, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le réemploi. Donc là, l'objectif, ça va être de vous présenter en particulier les outils qu'on a pu développer depuis quelques années spécifiquement dans le cadre de cette action collective réemploi. Alors, peut-être au même titre que Mineka, qui a fait le constat il y a quelques années qu'il y avait un énorme gâchis sur les questions de déchets du bâtiment, on a fait un peu collectivement ce même constat chez VAD. Donc, il y a plusieurs années, on a mis en place des formations sur le réemploi en s'appuyant sur des expertises en Île-de-France. Et puis, il y a quelques années, on a souhaité vraiment monter en charge sur ces questions-là. Et donc, avec tout un groupe de travail qui est constitué aujourd'hui de un peu plus de 100 professionnels de notre réseau. Alors, très multimétier, c'est l'intérêt de cette question du réemploi, c'est qu'elle touche vraiment tous les acteurs. On a défini une feuille de route qui est basée sur plusieurs axes, à la fois sur la promotion, la montée en compétences des acteurs et la formation. Un vrai sujet autour de la connaissance de la filière, sachant que c'est vraiment un écosystème en émergence, en perpétuelle évolution, donc avoir toute cette veille sur les acteurs, les solutions disponibles. Un axe autour du soutien de la filière, un axe autour du volet normatif assurantiel. Effectivement, ce travail avec les assureurs, bureaux de contrôle, et puis comment ça peut être valorisé dans le cadre des réglementations. Un axe autour de la coordination régionale, plutôt de l'articulation entre toutes les initiatives qui peuvent avoir lieu sur ces sujets. Et puis, enfin, un axe autour de l'incitation, en particulier, comment mieux prendre en compte le réemploi dans les référentiels. Donc, on a aussi très concrètement une liste de discussion qui permet de poser des questions, de partager des documents entre ces acteurs. Donc, parmi les ressources qui ont été développées en faveur du réemploi, en fait, tout de suite, le premier besoin qui a été identifié, c'est de pouvoir argumenter, parce que ce soit en interne ou en externe, on voyait que c'était très dur aujourd'hui de faire passer ces sujets de réemploi. Donc, avec tout un groupe d'adhérents, dont Mineka, Marine, on a développé une petite plaquette papier que vous voyez ici, un petit dépliant papier. Un argumentaire, en fait, qui permet de partir des principales idées reçues du réemploi et d'y associer des réponses assez simples, on va dire, et puis des pistes d'action. Ce document renvoie à une page de notre site Internet qui est régulièrement actualisé avec justement des guides, des références, etc., qui vous permettront, vous, d'argumenter, on va dire, sur à la fois des questions de coût, sur le fait qu'on n'y est pas obligé, sur le sujet que c'est pas joli de faire du réemploi. Donc voilà, vous trouvez pas mal d'arguments. On a réalisé également pour la DREAL une plaquette qui explique l'intérêt du réemploi dans le cadre de la RE 2020. La RE 2020, c'est la nouvelle réglementation environnementale qui s'applique aux bâtiments neufs depuis l'année dernière. Cette réglementation environnementale n'est plus seulement une réglementation énergétique, mais elle intègre vraiment le calcul d'un bilan, d'une ACV sur une analyse cycle de vie du bâtiment. Et donc, dans ce cadre-là, un élément réemployé est considéré comme ayant aucun impact, un impact nul dans ce calcul, on va dire, carbone, en tout cas du bâtiment. Et donc, sur cette petite plaquette, on peut retrouver, voilà, en particulier une petite illustration sur un projet de logement, sur le fait qu'en intégrant quelques matériaux de réemploi, on peut atteindre le seuil 2022 de cette réglementation, ce qui n'aurait pas forcément été possible si ces matériaux n'avaient pas été intégrés. Au niveau des outils qui sont proposés aussi en région, Marine en a parlé également, c'est la question des matériaux tech qui est un vrai sujet. L'objectif, c'est de proposer des visites de matériaux tech, à la fois pour montrer le type de matériaux qui est disponible actuellement sur le marché, de se projeter aussi en tant que concepteur, en tant que maître d'ouvrage sur ce qu'on peut intégrer dans un projet. Et puis, ça permet effectivement de voir la diversité de modèles, de services associés, etc. Donc, on en a parlé, le Minestock à gauche. La Batitech, on en a parlé également pour illustrer le fait qu'il y a différentes modalités de mise en place de ces matériaux tech.
On a également un projet qui est en cours, hein, c'est à Rieux-la-Pape, dans le Rhône. Donc, vous voyez, c'est un stock de matériaux de réemploi qui s'est constitué l'année dernière pour répondre aux besoins d'un projet de construction de la future halle du réemploi et de la transition écologique de l'association RID, ce bâtiment ayant pour objectif également d'intégrer à peu près 40% de matériaux de réemploi, donc des objectifs extrêmement ambitieux. Donc là, tout simplement, c'est loin d'être simple, mais c'est très ambitieux. Sur le site même, il y a un entrepôt et donc il y a toute cette collecte de matériaux de réemploi. Vous pouvez voir au milieu le type de matériaux récupérés sur un périmètre très, très large. Toujours dans ce volet un petit peu sensibilisation, nous avons pu également réaliser des ateliers immersifs au sein de plateformes. Là, c'est la plateforme de Made in Past qui fait de la déconstruction sélective à Loire-sur-Rhône. Sur une journée, en fait, les participants ont pu faire des jeux de rôle pour avoir une approche sensible, ludique de la question du réemploi. Voir comment faire un projet circulaire en intégrant des matériaux disponibles sur les stocks. L'objectif vraiment pour ces questions de réemploi, c'est de mettre en valeur les réalisations. Ça passe par des visites de chantier ou de projets livrés. On a par exemple la semaine dernière fait visiter la maison du projet de la Solée à Oulin. C'est un projet, alors là il est vraiment en chantier, hein. Vous voyez avec des persiennes qui vont servir de bardage, donc des persiennes de réemploi. Ou alors sur votre droite, la rénovation du Crédit Agricole à Champagne-au-Mont-d'Or, qui a suivi toute une démarche de zéro déchet ultime, avec en particulier une mission de Mineca pour déconstruire des matériaux, stocker ces matériaux de réemploi, et c'est ainsi plus de 400 tonnes de matériaux de réemploi qui ont pu être déconstruits et redistribués sur ce chantier. Un gros besoin aussi qui nous est remonté par les professionnels, c'est de connaître les acteurs compétents sur ces questions-là. Donc, on a constitué, nous, un annuaire qui est vraiment, tous ces outils sont vraiment en libre accès, un annuaire des acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes qui travaillent sur ces questions de réemploi à différents niveaux. Et cet outil est vraiment complémentaire avec des cartographies nationales. Je vous ai mis les principales, hein, le site Opalis et le site Matériaux Réemploi, qui recensent les différents acteurs, que ce soit les plateformes, la maîtrise d'œuvre, etc., compétents sur ces questions de réemploi. Nous avons également réalisé une enquête régionale pour sortir un petit peu des indicateurs, essayer de sortir des tendances aussi en termes de messages sur des projets qui ont fait l'objet ou de déconstruction sélective ou qui ont intégré des matériaux de réemploi. Donc, ça a permis comme ça de recenser une trentaine d'opérations. Sachant que nous avons relancé cette enquête là depuis quelques mois et qu'on sera très très à l'écoute des projets que vous pourrez lancer et qui pourront alimenter cette deuxième édition du Vadomètre du réemploi. Ça a permis en particulier d'identifier une diversité très forte de matériaux qui sont aujourd'hui réemployés. Vous le voyez, que ce soit à la fois du mobilier, de la plomberie, de la serrurerie, des faux plafonds, etc. Donc, une variété très importante de matériaux. Pas forcément très simple de sortir des tendances en termes de poids de matériaux, puisqu'il n'y a pas toujours ces bilans qui sont communiqués, que ce soit des bilans tonnes ou des bilans environnementaux. C'est des tendances qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas forcément actuellement. Et là, pour illustrer des projets qui ont pu être remontés via cette enquête, vous avez à gauche la ville de Villeurbanne, qui a réalisé sa maison des services publics des Buers, avec des dalles de faux plafond, de la faïence, des portes et des panneaux stratifiés de réemploi. Sachant que, comme le disait Marine, quand on parle de réemploi, c'est à la fois des matériaux qui ont été déconstruits, qui sont réutilisés, mais ça peut être également des surplus de stock, donc finalement des matériaux qui sont d'une qualité vraiment de matériaux neufs. Et à droite, vous avez un exemple d'alinéa avec un habitat d'urgence, avec tout un ensemble de matériaux de réemploi.
Les différents projets qui ont été remontés via cette enquête ont fait l'objet les projets livrés, ont fait l'objet de fiches de retour d'expérience que vous retrouvez également sur notre site internet. Ça vous permet de voir les acteurs, à la fois les bureaux d'études, les entreprises, etc. impliqués, les actions très détaillées effectuées, les différentes étapes pour le réemploi, et également une analyse un petit peu sur les forces, les faiblesses, les leviers activés pour faire émerger ces projets. Nous avons également souhaité faire un inventaire qui est mouvant des matériothèques disponibles sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez l'exemple d'une fiche d'une matériothèque qui est située à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Métabatique, où vous pouvez retrouver à la fois des descriptifs sur les espaces disponibles, les acteurs impliqués, les matériaux qui sont réemployés, également les services associés à ces plateformes et les contacts. Donc, c'est un outil qui est actualisé très régulièrement puisque ce sujet des plateformes est vraiment il y a de nombreuses plateformes. Alors là, je vous en ai mis, je vous ai mis les logos de quelques plateformes comme par exemple Enfin Réemploi, qui est à Chambéry et qui est spécialisé dans le matériau bois et qui intègre aussi tout un atelier autour du reconditionnement du matériau bois. Et nous sommes aussi à l'écoute des plateformes qui sont en développement. Par exemple, il y a une plateforme Cerestia qui voudrait se monter dans l'Ain au niveau du pays de Gex. Donc, c'est aussi en interface avec ces acteurs pour les mettre en relation avec des futurs prescripteurs ou maîtres d'ouvrage. Au niveau des outils mis en place, également une veille sur les différents outils numériques qui peuvent être disponibles à la fois pour accéder à des matériaux de réemploi, pour aider à réaliser des diagnostics PEMD. Donc là, je vous ai mis cet inventaire. C'est des outils assez variés qui permettent également de faire des calculs environnementaux, etc. Et puis, on parlait de guides précédemment. On réalise une sélection de ressources des différents textes réglementaires, mais également des guides qui existent sur ces questions du réemploi. Et je voulais mettre l'accent sur deux guides qui peuvent vous intéresser. Tout d'abord, ce guide qui a été réalisé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet FCRBE, intégrer le réemploi dans les projets de grande échelle et les marchés publics, qui vous donne il y a tout un ensemble de fiches thématiques pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser pour intégrer le réemploi dans vos projets. Et puis, ces fiches également qui ont été réalisées dans ce même projet européen qui permet vraiment d'identifier sur 36 matériaux comment caractériser ces matériaux, le prix indicatif, ces matériaux de réemploi. Et puis, pour terminer sur les outils, nous réalisons tous les 2 mois environ des réunions thématiques sur des sujets d'actualité type REP, diagnostic PEMD. Donc, c'est des supports qui sont en libre accès et nous développons des modules de formation, en particulier un module à destination de la maîtrise d'ouvrage. Peut-être pour conclure, au niveau de la structuration de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes, alors ça c'est l'avis qu'on a nous VAD dans le cadre de nos actions. Vous avez sans doute une vision aussi complémentaire avec ce que vous pouvez observer sur vos territoires. On constate que globalement la filière reste quand même émergente, mais qu'il y a une vraie accélération en termes de mise en mouvement de l'écosystème en Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois via des démarches qui permettent de booster la prescription. On peut parler par exemple du booster du réemploi qui depuis 2022 a une déclinaison en Auvergne-Rhône-Alpes avec près de 10 maîtres d'ouvrage qui sont aujourd'hui engagés dans ce dispositif. Il y a également de nombreuses initiatives pour sensibiliser, former et accompagner les professionnels dans cette transition. Des dynamiques de territoire en structuration. On peut par exemple parler de Saint-Étienne Métropole qui structure actuellement un projet de cité circulaire avec une matériothèque, un centre de ressources et puis tout un volet pédagogique avec les enfants, etc. Des offres de services qui se développent, que ce soit en termes de solutions logistiques, d'acteurs spécialisés, mais également des fabricants qui proposent des gammes de matériaux de réemploi. Et puis des structurations vraiment de
de stratégie réemploi, économie circulaire beaucoup plus importante au sein des organisations. On peut citer par exemple la CERL, la ménageur lyonnais, qui vient de décliner toute une feuille de route sur l'économie circulaire. Donc, la massification du réemploi va passer très clairement par un plus grand nombre d'opérations sur le territoire à des échelles très variées, qui va permettre vraiment d'acculturer, de prouver par l'exemple que c'est possible. L'objectif aussi, c'est vraiment d'avoir un maillage de solutions pour faciliter la logistique du réemploi. La montée en compétence de tous les acteurs, que ce soit en termes de formation initiale, pour savoir aussi concevoir dans cette démarche circulaire, et la formation continue. Et puis tout un angle aussi autour de l'accompagnement au développement de métiers en évolution, en émergence, sur tout ce qui est des constructions sélectives, valoristes, etc. Voilà au niveau des outils, et puis donc vraiment à votre écoute pour valoriser vos différentes expériences. Merci beaucoup, Claire. Il y a une question. Alors, il y avait une question sur l'accès aux outils et documents, mais je crois que vous avez répondu en disant que c'était en libre accès. Tout est en libre accès sur la page là, qui est indiquée à la fin de la présentation. C'est vraiment c'est l'objectif de diffuser très largement. C'est du temps passé par des professionnels pour nous aider à faire ces retours d'expérience, et c'est mis à disposition de tous. Ok, et il y avait une question sur les donneries. Alors, je ne sais pas si c'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette possibilité aussi de donner. C'est pas toujours évident dans les marchés publics pour une collectivité de faire du don, mais est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez des axes de travail, vous avez des informations en région sur des donneries Ça s'adresse à vous, Claire, ou peut-être à d'autres, aux autres intervenantes qui ont peut-être des connaissances sur ces filières de dons. Peut-être que je peux prendre rapidement la parole sur la partie simplement cession et don de matériaux. C'est ce qu'on a réalisé, nous, sur le patron que je vous ai montré tout à l'heure, qui est avec Rouennais Agglomération. Donc, en fait, comment on a cadré ça, c'est que, en fait, on a dû simplement justifier la raison de ce don. Donc, c'est encadré par des conventions de cession qui ont été rédigées par une juriste, que, en fait, cela représentait un impact environnemental, donc qui justifiait le don, et également un gain immobilier, donc un gain financier, pardon, qui était justifié par les économies de mise en benne des différents éléments. Donc, sur la partie encadrement, c'est comme ça que nous, on a traité la chose sur ce projet. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a la question. Si, c'est très bien. Je voulais juste, avant de finaliser, terminer ce webinaire, aussi compléter avec des ressources plus partie commande publique. Et là aussi, c'est des présentations, la présentation que vous aurez avec des liens qui seront accessibles qui seront accessibles quand on vous enverra le lien vers les présentations. Donc, en complément des ressources qui vous ont déjà été fournies, vous trouvez aussi je vous ai mis quelques liens là vers déjà des travaux qui ont été réalisés par d'autres réseaux régionaux sur les achats publics responsables, ou d'autres retours d'expérience, notamment dans la rédaction des marchés, que ce soit dans les CCTP, règlements de consultation ou autres, ou dans les critères de jugement des offres. Donc, dans les clauses, vous trouvez 2 clauses dans la clause verte. Il y a un lien en direct, une clause de variante en faveur du réemploi, une clause sur les modalités de dépôt, enlèvement de revalorisation du bois.
sachant que la clause verte, elle est en constante évolution, donc n'hésitez pas à aller la consulter régulièrement. L'objectif, c'est de la développer, de mettre de plus en plus de ressources dans cette clause verte, notamment en termes de rédaction de clauses qui va s'étoffer au fur et à mesure des retours d'expérience de chacun. En Nouvelle-Aquitaine, ils ont aussi travaillé sur cette question de réemploi des matériaux et vous trouverez là je vous ai mis le lien aussi, un fascicule dont l'objectif est de travailler sur les dossiers de consultation pour favoriser les matériaux recyclés ou mettre en place des matériaux de réemploi. Et puis un closier aussi qui est disponible. Donc c'est des ressources qui sont intéressantes que vous pouvez réutiliser. Ils sont accessibles il faut remplir un formulaire, mais ils sont accessibles pour les acheteurs publics. Il y a eu un webinaire qui a été organisé récemment en octobre 2022 par le programme Achat circulaire et solidaire, qui là aussi vous présente les grands enjeux en fait du bâtiment, et puis propose aussi une grille d'analyse sur l'intégration de l'économie circulaire, la prise en compte des enjeux économie circulaire et sociale et solidaire, avec une grille d'analyse avec différents là, vous pouvez reprendre aussi quelques critères et les intégrer directement dans les cahiers des charges. Et puis, on a aussi le projet européen Conderef sur lequel on a travaillé, nous, en région, et on a édité un guide en fin d'année dernière qui s'appelle Tri et valorisation des déchets de chantier, où là, vous pouvez trouver aussi la rédaction des propositions de rédaction de clauses et critères sur le tri et la valorisation des déchets de chantier, que vous pouvez aussi intégrer dans le cahier des charges. Évidemment, alors après, là, je vous ai mis le site centre de ressources pour les territoires en transition, centre de ressources Auvergne-Rhône-Alpes, pour les territoires en transition. Vous avez une rubrique commande publique durable, où là, vous trouvez aussi des informations et des liens vers des guides. Et puis la plateforme d'échange rapide. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc dans le cadre, que ce soit dans le cadre du réseau régional, le RAID, avec le centre de ressources, on met en ligne aussi des retours d'expérience, des fiches d'initiative, des exemples de cahiers des charges. Donc vous pouvez aller consulter le RAID, faire appel à nous, nous appeler, on peut vous accompagner à la rédaction des pièces de marché. Et puis, donc ça, c'est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis le guichet vert qui est soutenu par le ministère, qui a été mis en place en septembre de l'année dernière, fin septembre. L'objectif, c'est d'apporter un service de premier niveau, un conseil de premier niveau, pour toutes les questions relatives aux achats, notamment à l'intégration des critères environnementaux dans les achats publics. Donc, si vous avez une question sur comment intégrer, comment mettre en place une clause environnementale dans un marché, quel qu'il soit, et bien vous remplissez ce formulaire. Là, il y a un lien direct. Il y a un lien aussi sur notre site internet et on vous répondra. Voilà. Donc, toutes sortes de ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? J'ai pas regardé le chat en même temps que je parlais, mais il n'y a pas d'autres questions, pas de remarques. Et ben si ça convient à tout le monde, on va s'arrêter là du coup. Merci à nos intervenantes, donc Claire, Marine et Valérie, pour vos interventions. Et si vous avez des choses, notamment ceux qui ont mis en place, qui ont déjà mis des choses en place, eh ben,
On est preneur aussi de vos retours d'expérience, de vos cahiers des charges ou autres présentations qu'on pourrait valoriser et puis mettre en partage pour d'autres. Et puis ceux qui souhaitent mettre des choses en place, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. On vous accompagnera avec plaisir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.